Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette liste des films à voir dans votre vie, épisode 11, si je dis pas de bêtises. J'essaie de faire ce concept régulièrement et je vais le prioriser à l'avenir, je vous le promets. Alors comme d'habitude, le concept c'est que c'est des films pas d'actualité, qui je considère moi comme excellents, comme cultes, qu'il faut voir pour sa cinéphilie d'après moi, et c'est des films que je recommande en fonction de mon mood, de ce que j'ai vu récemment ou pas. D'ailleurs, des films différents, vous n'êtes pas censés tous les adorer, ça je le précise, c'est pas une critique que je fais là non plus, c'est juste un avis rapide pour vous motiver à aller les voir. J'ai fait des sondages sur les réseaux, je vous dirai combien d'entre vous ont vu les films en question, il n'y aura pas de spoiler évidemment, et j'attends d'avoir votre avis sur ces films. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, vous avez de très bons films sur Netflix comme Je suis toujours là, par exemple, mais aussi Paddington au Pérou ou encore La chambre d'à côté. Si vous voulez voir des films comme Conclave, il faut aller sur Amazon Prime Video. Sur Disney+, vous allez avoir accès à des films comme Captain America Brave New World, qui sera disponible à la fin du mois, mais aussi Un Parfait Inconnu, déjà disponible, ou encore Mufasa. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount, et si vous avez Paramount via MyCanal, connectez-vous à l'application Paramount avec votre compte Canal et vous avez accès à des films comme Gladiator 2, vous avez accès à des films comme Sonic 3 ou Better Man. Sur HBO Max, parce que oui, le nom a encore changé, si vous avez accès à HBO Max avec Canal, la même chose. Vous allez sur l'application HBO directement et vous avez accès à plein de films dès la fin du mois aussi, comme Mickey 17, The Brutalist est déjà disponible, Queer est excellent et Companion sont déjà disponibles aussi. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Suffit de prendre un pays où c'est moins cher de l'Union Européenne parce que c'est plus simple d'après moi, comme la Roumanie et la Bulgarie. Ensuite, vous changez. Il y a encore des tutoriels qui vous disent comment faire et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le compteur épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le premier film que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui est un film de Stanley Kubrick, son film le plus culte, je pense, de sa carrière, sorti en 1968. Vous n'êtes que 35% à l'avoir vu. En fait, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que parfois il y a des films que je considère cultes, que tout le monde connaît, mais pas tout le monde a vu. Donc je suis là pour vous remotiver à les voir, à leur donner une chance, et on va en parler aujourd'hui. 2001, l'Odyssée de l'espace raconte l'histoire au début de primates qui découvrent un monolithe assez étrange. Ce monolithe va transformer le film dans une sorte d'aventure spatiale où plusieurs astronautes accompagnés d'une intelligence artificielle auront un but précis que je ne vais pas vous révéler ici. Vous l'avez compris, on parle donc de 2001, l'Odyssée de l'espace, l'œuvre de science-fiction majeure, peut-être de l'histoire du cinéma, peut-être le film de science-fiction le plus important de l'histoire. C'est pas une blague, hein, c'est pas une exagération, c'est le film préféré de tous vos réalisateurs qui font des films de science-fiction, pour le coup Nolan, Villeneuve. C'est une énorme claque à juste titre. Et je vais vous dire un truc, je pense que c'est un film qui divise beaucoup aujourd'hui parce que il a bien vieilli, certes en termes d'effets spéciaux, de visuels et tout, mais en termes de rythme, c'est quelque chose auquel peut-être notre génération à nous n'est plus vraiment habituée. C'est un film un peu lent, dans lequel il se passe pas entre guillemets grand chose. Alors si vous regardez la mise en scène, les regards, les personnages, les petits mouvements de caméra et tout, il se passe énormément de choses, de développement du monde, de ses arcs narratifs et tout, il se passe une quantité astronomique de choses. Cependant, c'est vrai que oui, c'est pas un film d'action, c'est un film de science-fiction existentiel avec une menace d'intelligence artificielle qui va causer beaucoup de problèmes. C'est un film métaphysique à la fois, c'est un film profondément philosophique sur la nature humaine, sur l'évolution, il y a plein de choses que j'ai pas envie de spoiler évidemment, et c'est un film qui est magnifique pour le coup. Alors là j'ai pris des screenshots du site Filmgrab pour ceux qui veulent justement des screens faciles à avoir de films, mais pas toujours de très haute qualité j'avoue, mais ça c'était magnifique pour l'époque et c'est encore magnifique aujourd'hui parce qu'il y a une vraie synchronisation de la musique, des images, de la grandeur de l'espace, du monde. C'est un film qui est super profond d'après moi par ce qu'il raconte, par l'image
l'image qu'il dégage de ses personnages, de la menace existentielle, du coup symbolisée par une machine devenue culte, un HAL 9000 pour le coup, et en même temps toutes ces idées de mise en scène, la photographie absolument sublime, les moments iconiques de l'œuvre, le film vous surprend constamment. Je pense que c'est un film qui commence d'une manière très spéciale avec ces fameux primates et qui évolue tellement, qui pose des questions surtout à sa fin. C'est une fin voilà, qui va vraiment vous remettre un peu en question ce que vous pensez du film, ce que vous pensez un peu de l'humanité, du but du film. C'était quoi l'objectif de ce récit au final? Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est intéressant d'après moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de le conseiller aujourd'hui parce que c'est un film qui a vraiment très bien vieilli. Et je pense que la première fois que vous allez le voir, par exemple, cette scène est mythique, quoi. Ils ont construit une sorte de plateau qui tourne pour faire justement ce jogging des personnages. C'est assez génial, hein. Pour le coup, c'est un film absolument brillant de mise en scène. Tout est calibré, c'est Kubrick, de toute façon, on le connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être la première fois que vous allez le voir, vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être un peu chiant. Moi, je vous conseille, si vous avez l'occasion de le découvrir en salle, genre regardez autour de vous lorsqu'il y aura une séance de 2001, allez-y. Je crois que sur Allociné, vous pouvez mettre genre des rappels, disons, des choses pour savoir quand les films sortent, vous avez une sorte de rappel et vous pouvez aller le voir. Allez le voir en salle si vous pouvez, c'est une expérience de fou en salle, mais sinon à la maison, concentrez-vous. Mettez votre téléphone de côté, regardez l'œuvre et puis basta. Je pense que c'est hyper important et même si la première fois que vous le voyez, moi j'avoue, hein, première fois que je l'ai vu, je me suis ennuyé devant. Non mais c'est vrai, je me suis ennuyé devant, j'étais peut-être trop jeune quand j'ai découvert, j'avoue, et en l'ayant revu après dans ma vie, bah j'ai pris ma claque parce que même quand je me suis ennuyé la première fois, en fait, le film est resté avec moi, je me suis posé beaucoup de questions sur le film, ce qu'il représentait, et plein de choses comme ça, et le film ne m'a jamais quitté. Donc pour moi, ça reste l'une des œuvres les plus belles, les plus importantes, les plus fortes, les plus mémorables. Chaque plan est mémorable, hein. Chaque moment est iconique, chaque moment est culte, je trouve. C'est l'un des plus grands films de tous les temps pour une raison très précise, et c'est le papa de la science-fiction, ce film, entre guillemets. Hein. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais c'est, voilà... Le film qui a tellement créé de choses, sans ce film-là, vous n'avez pas Interstellar, vous n'avez pas Premier Contact, vous n'avez pas Denis Villeneuve, vous n'avez pas Nolan et plein d'autres réals qui se sont inspirés. C'est un film absolument grandiose et je ne peux que vous le conseiller, évidemment. C'est un grand, grand chef-d'œuvre, un monument du cinéma. Et peut-être la première fois, vous n'allez pas l'aimer. Pourquoi pas, ça arrive, hein, mais je pense que la deuxième, vous allez y penser, vous allez y réfléchir, vous allez retenter votre chance et là vous allez être happé. Je pense que c'est générationnel aussi, mais croyez-moi, beaucoup d'entre vous vont adorer. J'ai envie de vous conseiller maintenant un film de David Lynch, et oui, un film que moi j'ai découvert récemment pour le coup, mais c'est un véritable coup de cœur, je l'avais jamais vu, ça fait partie de ces films de David Lynch que j'avais pas vu, et malheureusement après son décès, je me suis un peu motivé à aller les voir, en plus il était diffusé en salle, j'ai eu la chance de découvrir ce film en salle, c'est un film qui est sorti en 1990, et vous êtes 16% à l'avoir vu, et c'est pour ça encore que je fais ce genre de vidéo. Wild at Heart raconte l'histoire d'un couple qui s'aime de manière passionnelle. Malheureusement, l'un des membres est un ancien criminel qui risque de récidiver. Et ce couple veut fuir et vivre leur amour en paix dans une Amérique de plus en plus déserte. Wild at Heart en version originale est un film qui est vraiment fort pour plusieurs raisons. Premièrement, l'un des meilleurs rôles de Nicolas Cage. Personnellement, quand je l'ai vu dans le film, je l'ai trouvé génial. Il y a une scène où il chante, où il est fabuleux. Il y a tout un pan du film qui se passe dans une sorte d'Amérique oublié, avec des personnages oubliés, délaissés par la société, que le monde ne veut plus voir, et il représente un peu ça. Il représente un peu cette passion charnelle, en même temps amoureuse, folle dingue d'une femme beaucoup plus jeune qui ne devrait même pas être avec ce mec-là, mais c'est beau, c'est touchant, et c'est ça qui est fort, c'est le wild at heart, c'est cette passion folle qui dévore les gens, dont lui, et c'est ça qui est passionnant, qui est touchant, qui est poignant. Je l'adore hein, dans ce film, il est absolument fantastique, et tous ces plans que vous allez voir sur cette Amérique presque oubliée, déserte, sont fascinants. J'adore tout ce que le film raconte, la relation entre les deux. Laura Dern, voilà, c'est l'une des muses de David Lynch. Fabuleuse relation entre les deux, une scène de fin absolument iconique, des moments, je trouve, de génie par rapport à la musique qui est super bien gérée. De toute façon, Lynch, il a toujours très bien fait la musique, des travelling surtout dans la séquence de fin, j'y pense encore une fois, géniaux. T'as pas envie de quitter le film, je veux dire, le générique, il y a littéralement encore une scène jusqu'à la toute fin, c'est exceptionnel et j'aime beaucoup ce qu'ils ont créé par rapport à ces deux-là, par rapport à cette fusion qu'ils ont, par rapport à cette relation qui est mauvaise. Je veux dire, c'est des criminels en soi dans l'œuvre, mais ils sont amoureux, c'est ça qui est beau, et les voir traverser ce monde en faisant des bêtises, en étant agressés par d'autres personnes, en essayant quand même de faire vivre leur amour impossible, parce qu'il y a des gens qui veulent arrêter cet amour. J'ai trouvé ça absolument fou, cette séquence pour moi d'anthologie, hein. Je l'ai vu en salle, j'ai pris une énorme claque, je me suis dit mais putain, il y a des gens qui ont osé dire que Nicolas Cage est un mauvais acteur. Alors oui, entre temps il a fait des bouses, hein, c'est vrai, surtout après les années 2000, mais à ce moment-là c'était le prime de sa carrière peut-être, et il était tellement fou, et des moments iconiques. Il y a une transition dans cette scène juste avant
qui est tellement bien sur les pieds de Laura Dern et qui est juste du génie, mais c'est simple à la fois et c'est ça qui est fou dans le film, c'est cette passion que dégage l'œuvre, que dégage David Lynch, que dégagent les acteurs, que dégagent les visuels. C'est un film qui pour le coup hyper dynamique, super bien rythmé, ça s'arrête jamais, c'est rock'n'roll, c'est punk, en même temps c'est assez fou et en même temps c'est super bien joué par plein d'acteurs différents que j'aime beaucoup. Harry Dean Stanton qui est absolument formidable aussi dans le rôle, il y a plein de moments iconiques avec lui, il y a une sorte de comédie noire aussi par rapport à l'œuvre, par rapport à la famille, par rapport à ce qu'il représente lui. Génial, honnêtement c'est un film qui passe tellement bien, qui est très accessible, c'est peut-être le film de Lynch le plus accessible, je dirais, ouais, de sa carrière. Et il y a plein de moments comme ça que j'ai adoré. Ce regard perçant, triste, mélancolique, parce que dans cette passion, il y a aussi le côté négatif, le côté un peu macabre de cette passion, le côté déprimant. Ça parle de choses très sérieuses aussi à la fois que j'ai pas envie de spoiler ici. Donc pour moi, ouais, c'est un grand film de cinéma que je ne peux que vous conseiller. Et il y a aussi des rôles iconiques de Willem Dafoe. C'est bel et bien lui ici. Donc j'ai pas envie de vous en montrer plus que ça. Regardez Wild at Heart. Je me suis toujours trompé entre Luna et Lula, j'avoue, parce que moi j'ai en tête le titre original et les prénoms dans le film. J'avoue que je me rappelle pas très bien. Mais en tout cas, matez ce film, vous allez adorer. Et vous savez quoi? Deuxième recommandation concernant David Lynch. Et oui, parce que c'est un autre film que j'avais déjà vu à l'époque, mais que j'ai découvert en salle cette fois-ci. Un film de 1977, le premier film de David Lynch, avec 21% d'entre vous qui l'ont vu. Je suis assez étonné que plus de gens aient vu celui-ci que Sailor et Lula, mais c'est évidemment le cultissime. Eraserhead raconte l'histoire d'un couple qui met au monde un enfant assez étrange et ils doivent s'en occuper. Mais malheureusement, ils vont avoir beaucoup de difficultés. C'est l'un des films les plus prenants visuellement, les plus marquants évidemment de son époque et même du cinéma de David Lynch. C'est un film bien plus perché pour le coup, que ce soit dans les visuels. C'est un film qui est fauché, il n'y a quasiment pas de budget, ils l'ont fait avec quasiment rien, mais qui émane d'une sorte d'ambiance unique, jamais vue, qui a inspiré beaucoup d'œuvres par la suite, enfin jamais vue déjà encore une fois, mais voilà, ça a inspiré tellement d'œuvres par la suite, une ambiance de à la fois solitude mais de responsabilité, parce que le concept du film tourne autour de cet homme qui cherche l'amour, qui devient père, comment gérer ce couple et en même temps comment gérer l'enfant, et les relations entre les personnages sont tellement étranges, j'ai l'impression d'être dans une sorte de rêve ou cauchemar à certains moments, tout est peu naturel et lugubre et glauque, mais en même temps parfois réconfortant et beau et doux avec un symbolisme assez fort, et parfois tu es dans le cauchemar à fond. C'est un film, je pense que moins vous en savez, mieux c'est. C'est un film aussi, je pense que je l'ai préféré à la maison, genre quand je l'avais lancé à l'époque à genre 1h du matin, parce que c'est ce genre de film. C'est le genre de film de 1h du matin, un mardi, avant d'aller au boulot le lendemain, si vous pouvez vous le permettre en termes de sommeil, parce que c'est tellement prenant par rapport à ça. Il faut être un peu épuisé pour, je pense, l'apprécier le plus possible, parce que t'as l'impression de rêver peut-être en même temps que tu regardes le film, et c'est assez fou. Et évidemment, cette créature qui est au fait le bébé, et ça parle de ça parle du fait d'être un parent, et en même temps de plein de choses différentes, encore une fois que j'ai pas envie de spoiler, et voilà, comment tu t'occupes de ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est un enfant au final, c'est compliqué, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans l'œuvre. Il y aura des visuels qui vont vous marquer, des moments forts, l'acteur je trouve assez bon d'ailleurs, mais voilà, c'est la composition des cadres, c'est les décors, c'est comment il montre tout ça, qui est fascinant, qui est fort d'après moi et intéressant de manière générale, et je pense que c'est un film qui va vous marquer par les visuels, par l'ambiance. Alors oui, pour le coup c'est assez lent, il se passe pas grand chose, mais c'est une sorte de rêve éveillé qui va de plus en plus dans le cauchemar, et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est lugubre. Peut-être des scènes qui vont apparaître à certains moments, tu te demandes vraiment d'où elles sortent, pourquoi elles existent, et c'est ça qui est la force du film, et ça raconte plein de choses. Tu peux analyser plein de scènes, tu peux essayer de l'expliquer, et aussi tu peux juste vivre l'expérience, la vibe et kiffer totalement ce que tu vois, et je pense que c'est ça que beaucoup de personnes vont apprécier. Tu vas ressentir beaucoup d'émotions par rapport aux personnages, par rapport à leurs choix, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à qui ils sont. C'est un film touchant, c'est un film qui est beau, donc honnêtement Eraserhead, regardez-le, vous allez d'après moi adorer. Croyez-moi, c'est spécial, c'est différent, mais je pense que ça reste parmi les films les plus accessibles dans le genre un peu surréaliste, expérimental pour le coup. Pour ensuite aller vers un film bien plus accessible, qui est encore un peu d'actualité, mais d'une manière un peu différente, c'est le film de Steven Spielberg, qui est sorti en 2005, et vous êtes 16% à l'avoir vu, et pareil, je pensais que c'était un film que beaucoup plus de gens ont vu, mais au fait, pas du tout, vous êtes pas si nombreux que ça à l'avoir vu, parce que c'est un film qui a marqué une époque, je pense, et qui parle encore de choses qui résonnent encore
aujourd'hui. Munich raconte l'histoire des attentats des Jeux Olympiques et plus précisément du Mossad qui souhaite se venger. Et c'est là que commence une aventure à travers le globe d'espionnage international afin de retrouver ce qu'ils considèrent comme des terroristes. C'est un film que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Premièrement, vous vous dites, ok, c'est des Israéliens du Mossad qui veulent se venger, mais je vous dis tout de suite, c'est bien plus complexe et moins manichéen que ce que vous pensez. Voilà, je pense que Spielberg, il a eu beaucoup de maturité avec cette œuvre. Il a réussi à avoir des moments, parce que vous avez peut-être peur maintenant quand vous avez des œuvres qui parlent d'Israéliens, vous dites ouais, c'est full sionisme et tout. Pas du tout. Voilà, je pense que le personnage est confronté justement à ses motivations, à son allégeance à Israël, à ce qu'il pense réellement. Et c'est intéressant la manière dont il va voir justement ce qu'il considère comme des terroristes, ce qu'il considère comme le Mossad, comme la chose positive dans sa vie, et la confrontation des émotions par rapport à ça, par rapport à qui ils sont, ce qu'ils représentent et tout. Donc, tu vois, d'un point de vue vraiment, on va dire, politique et émotionnel, le film est plus complexe avec plusieurs couches que prévu. Et j'aime beaucoup l'esthétique du film. Il y a pas mal de scènes parce qu'en fait, c'est un film d'action. C'est important à préciser, c'est un film d'action tout de même. Peut-être même thriller à certains moments, mais d'espionnage international. Ils vont aller dans beaucoup de villes. C'est leur travail. Sur plusieurs années, ils vont faire ces différentes missions. L'esthétique est magnifique, que ce soit à Paris ou dans les différents endroits. Et tu as toujours des personnages un peu en couleur qui interviennent, comme ici, qui vont donc créer des problèmes, qui vont aider à résoudre des conflits, qui vont devenir des conflits aussi. Il y a plein de choses intéressantes aussi sur ces personnages secondaires, sur les motivations du personnage, sur comment l'action est gérée. Je trouve que Spielberg, c'est l'un de ses films les mieux réalisés. Il se permet une mise en scène qui va aller beaucoup dans la géographie, dans la scénographie justement, parce qu'il y a des mouvements de caméra qui vont aller d'une voiture à une fenêtre, que ce soit en plan séquence ou pas, mais il y a des zooms qui vont devenir des choses complètement différentes. Je trouve qu'en termes de mise en scène, il a vraiment géré la séquence, la photographie absolument magnifique. C'est un long film de 2h45 qui te met dans la peau de ce personnage qui est de plus en plus, on va dire, conflictuel dans sa manière de faire les choses, dans ses croyances, dans qui il est. Et ces différentes rencontres, ces différents voyages vont un peu changer sa perspective tout en ayant un but et une motivation principale, éliminer les terroristes et se venger des fameux attentats. Mais il y a beaucoup de moments qui vont mettre tout ça en perspective que je trouve assez fort, tout en étant en fait un film d'action généreux, magnifique visuellement, avec plein d'idées, avec plein de personnages en couleur et plein de moments qui vont, je pense, marquer, qui mélangent un peu une catharsis assez violente, qui montre une violence qui n'aurait pas dû être, que les personnages regrettent. C'est assez fort, c'est assez complexe. Je pense que c'est un excellent film, le Munich. Je comprends que les gens n'apprécient pas trop, qu'ils soient pas forcément dans le délire parce qu'il faut un peu l'accepter et ça serait un peu à certains moments trop mélodramatique et un peu kitsch, je peux l'admettre, mais je trouve qu'il est fort, je trouve que la fin est assez déprimante aussi et intéressante et j'adore. Et Rick Bana, pour moi là, il aurait dû être une énorme star de cinéma, c'était un hyper bon rôle pour lui, il est génial dedans, donc j'ai beaucoup apprécié Munich. Il y a plein d'acteurs que vous connaissez d'ailleurs, voilà, que vous voyez ici, que ce soit Daniel Craig, Matthew Kassovitz, il y a Kieran Hines qui est juste là. Bref, super film Munich, je vous le conseille. Je pense que c'est peut-être l'un des plus accessibles de la liste, je dirais, avec Sailor et Lula. Du coup, super, allez le voir, c'est mortel et vous allez adorer encore une fois l'esthétique de ce film-là, qui fait très années 2000 encore une fois, mais j'aime beaucoup, c'est top. Et pour finir, j'ai envie de vous recommander un film des frères Cohen, d'après moi leur meilleur film. Et oui, c'est un film sorti en 2007, adapté d'une œuvre de Cormac McCarthy, l'un des plus grands auteurs américains. Là, c'est le film que vous avez le plus vu, et je suis pas étonné, parce que vous êtes 56% à l'avoir vu. No Country for Old Men raconte l'histoire d'un homme qui va retrouver une valise remplie d'argent. Il décide de la voler, mais ceci est une erreur fatale, car quelqu'un doit la retrouver, et donc le retrouver. Cette personne est extrêmement dangereuse. Vous connaissez tous du coup, j'imagine, No Country for Old Men. Je vais aller assez vite pour le coup dessus, mais vous êtes quand même encore 44% à pas l'avoir vu, donc allez le voir. C'est un western contemporain par rapport du coup à cet homme qui trouve de l'argent et lui qui va essayer de cacher l'argent, mais il sera poursuivi par quelqu'un. Et c'est là une sorte de duel entre ces deux personnages-là. L'un qui essaie de s'échapper, la proie, le prédateur qui essaie de le rattraper. Il y a une tension formidable par rapport à ça, par rapport aux personnages qui vont intervenir, qui vont essayer d'arrêter le prédateur qui va tuer des gens qui n'ont rien demandé, le côté un peu psychopathe du prédateur, et en même temps ce personnage-là qui essaie d'avoir une vie normale, qui a trouvé de l'argent, et c'est une sorte de western à la fois contemplatif, stressant, de thriller assez fort par rapport à ça, par rapport aux différents moments de l'œuvre où tu dis ok, ça va aller dans une direction puis ça te surprend, et c'est pas un schéma classique hollywoodien où il y a beaucoup de scènes qui sont pas du tout satisfaisantes, et l'autre côté, les scènes les plus, on va dire, moralement compliquées à accepter en tant que personne sont les plus satisfaisantes. Du coup, c'est assez intéressant de voir ça comme ça, et j'aime beaucoup l'approche de l'œuvre sur les personnages, leur côté presque fin de vie à certains moments, je dirais,
qui pensent à la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre, ils se remettent un peu en question aussi, et il y a un truc crépusculaire, je pense, à l'œuvre qui est assez génial. Bon, Javier Bardem, hein, c'est le rôle de sa carrière, il a marqué absolument tout le monde ici, il est méconnaissable, il est glaçant, il est fort. Voilà, c'est pour ça je pense que beaucoup de gens l'ont vu, parce que la source principale pour motiver les gens, c'est regarde le film, le méchant est culte, iconique, génialissime, et ils ont raison. Le méchant est l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma, l'un des plus marquants. Il représente un truc assez néfaste et brutal et fort, et c'est ça qu'on aime beaucoup, je trouve, dans l'œuvre. Il y a plein d'acteurs que vous aimez, Woody Harrelson, et les visuels sont très, je trouve, doux pour l'histoire qui a raconté. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est une vie normale qui est interrompu par quelques petits événements qui vont venir tout gâcher. Et les gens essaient de vivre leur vie de manière normale. Hein. Vous voyez ici les deux personnages qui interagissent. Et il y aura plein de surprises par rapport à ça. Donc honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, il y a des séquences iconiques. Celle-ci est monstrueuse dans l'œuvre. Regardez-le. C'est accessible, c'est un peu lent, c'est pas un film d'action pour le coup, je vous le dis vraiment. C'est une sorte de western contemporain, crépusculaire et en même temps lent, c'est vrai, mais vous allez avoir des scènes qui vont vous marquer, et c'est un film, vous allez y penser toute votre vie. Je l'ai d'ailleurs acheté en Blu-ray 4K parce qu'il y a des moments iconiques, une mise en scène vraiment maîtrisée. C'est leur meilleur film d'après moi et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces films. Les avez-vous adorés ou détestés? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.